Bonjour à tous, voilà la suite de Galaxias avec les chapitres 13 à 22. Si tu ne connais pas ce manga, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos dessus afin de tout comprendre à l'histoire, le lien est dans la description. En tout cas, si tu souhaites d'autres présentations de manga, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Dans ces chapitres, on va voir le dénouement de l'arc qu'on a vu avec la cité d'Ubalé et le début d'un nouvel arc, qui, je vais le dire, emmène beaucoup de questions et de réponses sur les grands mystères de l'œuvre. Et même sur les derniers chapitres, on va enfin voir qui se cachait derrière les dégâts qui avaient été faits à cette ville de bandits. Alors n'attendons pas car on en a des choses à voir. Néraïd se réveille dans un lit, il est dans la clinique du village. Cependant, quelqu'un va lui demander s'il a mal, mais non, tout va bien, mais il semble perdu. Il ne comprend pas, il était à l'instant dans une grotte et d'un coup quelqu'un... Mais c'est alors qu'on voit Schmidt qui discute avec la femme du médecin de l'état de Néraïd. Et il va alors lui dire bonjour. Il va alors officiellement se présenter, il se nomme Schmidt et c'est un chercheur. Il est passionné par les dragons et son but est de faire une encyclopédie de tous les dragons du monde et de leurs pouvoirs. C'est alors que les villageois arrivent et sont contents qu'il aille bien, car c'est un peu le sauveur du village. Mais il en reste confus. Il va leur demander à Gio ce qu'il se passe. Et en fait, Schmidt a porté Néraïd qui était inconscient jusqu'à cette clinique. Cela fait 25 heures et 13 minutes que Néraïd et Schmidt sont revenus, et Schmidt a eu le temps de sympathiser avec le village. Il est même devenu ami avec les enfants. Schmidt est en fait pas le méchant qu'on pensait, il n'a jamais supporté la tyrannie de Schalk. En secret, il arrangeait même leurs conneries. Il a aidé la personne qui avait perdu son œil, il a réparé le mur qui avait été fondu et même parfois il donne de la nourriture au village. Néraïd va alors lui dire qu'il l'apprécie, si le village l'adore autant. Gio ne comprend pas comment il peut accepter aussi rapidement sa rédemption, car elle a un mauvais pressentiment et n'arrive pas à lui faire confiance. Et il s'avère qu'il n'est pas un subordonné de Yuri. C'est vrai qu'il est sur la liste du gouvernement, mais il n'a rien à voir avec lui. Néraïd va lui dire que pourtant c'est ce qu'a dit Reno, et on va d'ailleurs le retrouver qui essaye de se repentir d'avoir laissé la ville. Mais les villageois lui disent qu'il en a fait assez et que c'est juste un quiproquo en plus, qu'ils sont aussi fautifs que lui. Reno, lui, ne voit pas ça comme ça. Il n'a rien pu faire pour protéger la ville, c'est un raté de chevalier dragon. Schmidt va pousser le couteau dans la plaie en lui disant que c'est vrai, qu'il a perdu son territoire, donc techniquement c'est un raté. Reno va même commencer à tourner sur lui-même pour s'excuser. Néraïd va également lui demander pourquoi il a dit que Schmidt était avec Yuri. Comme ça faisait longtemps, Reno il a sûrement dû se tromper. Schmidt va encore lui donner un coup en lui disant qu'il n'a aucun honneur et qu'il ne peut même pas faire un bon rapport. Il se demande même ce qu'il peut faire de bien. Et dire que c'est frustrant. Mais tout ce qu'il dit est vrai. C'est même sûrement un leader plus compétent et il souhaite lui donner Ubalé à Schmidt. Mais il va refuser, car il s'en fout de ça et que si Reno veut la ville, qu'il la prenne. Et il va s'agenouiller et demander à Néraïd de l'emmener avec lui. Que depuis qu'il l'a vu se battre, il est convaincu qu'il est le dragon qu'il recherche, et il voudrait être près de lui pour l'étudier. Gio ne va pas comprendre, surtout qu'il n'a aucun lien avec Yuri, et pourquoi il voudrait être ami avec quelqu'un de si suspicieux. Mais Schmidt dit que c'est un homme nouveau et qu'à partir de maintenant il est leur allié. Néraïd va accepter, mais Gio va lui rappeler que ce n'est pas bon. Mais si jamais il fait quelque chose de bizarre, Néraïd aura juste à s'occuper de lui, et que comme elle disait, ils ont besoin de toutes les connaissances possibles. Mais Gio reste contre l'idée. Elle ne veut pas être avec quelqu'un qui peut tromper aussi facilement les gens pour son propre plaisir. Et que même s'il a aidé les villageois, c'est pas aussi simple, les sentiments humains. Même si le village entier le pardonne, elle, non. Elle n'a pas besoin de lui dans son aventure. Schmidt va alors sauter sur un toit et lui dire que si c'est comme ça, pas de souci, qu'ils suspendent les négociations pour l'instant et qu'ils se reverront. Et une dernière chose, c'est peut-être un menteur, mais il tient toujours ses promesses. Et c'est alors qu'il demande l'attention de tout le monde pour leur dire de s'occuper de ce qui va arriver. Et c'est alors que le sol va trembler, et il va être de retour, Schalk. Et il souhaite un duel contre Reno pour reprendre la ville. Mais c'est alors qu'un villageois va dire qu'ils abandonnent, et tout le monde est d'accord, qu'ils étaient en tort, qu'ils ont tout mis sur le dos d'un jeune homme, car c'était un chevalier dragon. Mais Ubalé leur appartient, et ils ne laisseront pas Reno porter ce fardeau seul. Néraïd va alors vouloir s'interposer, mais c'est alors que Reno va se lever, et dire qu'il ne va pas laisser passer ça, qu'il est le chevalier dragon d'Ubalé, et il va leur montrer son pouvoir. Il est le dragon Scarabée Rhinocéros et peut gonfler ses muscles afin de porter jusqu'à 20 fois son poids. Néraïd et Gio vont dire qu'il a l'air hyper fort, et il est hyper fort, car il va envoyer valser le Schalk d'un seul coup de poing, et c'est ainsi qu'il va retrouver sa confiance en lui. Et c'est alors qu'on va voir Schmidt dans un arbre qui semble bizarrement avoir pris un coup de poing, et que même pour lui c'était un mauvais rôle, que tout est revenu à la normale et que Reno a repris sa confiance. Il va dire que le monde est surprenant petit et qu'ils vont se revoir. Un bon dénouement pour ce chapitre avec un potentiel nouvel allié pour le groupe avec Schmidt, qui est en fait plus gentil qu'on pouvait le penser. Voilà le premier arc après celui d'introduction de fini. On y retrouve les codes assez classiques du shonen avec notre groupe qui arrive dans un endroit dirigé par un méchant et ils arrivent à régler le souci. J'espère que l'auteur arrive à changer ça et ne pas faire en boucle ce genre de choses. Et c'est ce qu'on va voir avec les prochains chapitres.
Quelques jours après le combat de Reno et avoir aidé à remettre le village sur pied, notre duo repart en chemin de leur prochaine destination. Il paraît même que la ville vers laquelle ils vont a un train. Peut-être que s'ils vont dans une grande ville, ils trouveront des infos sur Yuri Halls. Nerai va se plaindre car le trajet doit durer 3 jours. Mais Gio va dire que c'est du temps où ils vont pouvoir s'amuser. Le vrai problème, c'est pourquoi il est là, lui. Schmidt les a suivis et après avoir réfléchi, il a vraiment envie d'aller avec eux. Nerai n'y voit aucun problème, mais Gio en voit toujours un. Il explique qu'il veut seulement faire des recherches sur le pouvoir de Neraid. Au final, c'est un peu ce que Gio et Neraid cherchent aussi et il peut toujours se trouver utile. Elle va accepter, mais ça veut pas dire qu'elle le considère comme un camarade, que s'il lui arrive quelque chose, elle ne viendra pas l'aider. Schmidt va alors lui proposer de l'aider à trouver leur chemin. Mais elle n'a pas besoin car elle a la carte que Reno a dessinée. Mais la carte elle aide pas trop et Gio va alors très vite retourner sa veste et accueillir leur nouveau camarade. On se retrouve alors 3 jours plus tard devant une magnifique ville avec un énorme pont. Le groupe se dirige alors vers la gare et s'extasie devant une locomotive. Ils ont pris leur ticket et se demandent vers où ils devraient se diriger. Schmidt va proposer d'aller au nord dans la ville de Grib. Ils vont prendre le train et se diriger dans la région du Scorpion. Car la Nyakea est découpée en 12 grandes régions, ils sont pour l'instant dans la région du Sagittaire. Et en plus, Grib est la ville dans laquelle Yuri Holst a habité. C'est le meilleur endroit pour récolter des infos. Ils vont même rigoler en disant qu'il en sait beaucoup. Est-ce qu'il est sûr qu'il n'est pas un des proches de Yuri? Mais c'est juste qu'il est si connu que ça. Et il va expliquer que les deux doivent comprendre ce que ça veut dire de s'impliquer avec Yuri Holst, surtout dans ce royaume, avec la vue d'une photo de Yuri avec des couteaux plantés dedans. C'est alors qu'on entend que le train va bientôt partir, et il ne faut pas qu'il le loupe car il n'y en a pas d'autre avant demain. Mais il y a un bouchon à l'entrée et Nereid va vouloir passer en force. Dio va lui dire qu'il va juste détruire la station entière. C'est alors que Schmidt a une idée. Si demander ne suffit pas, il faut leur donner envie d'aider. Et il va utiliser Gio, déguisé, qui va supplier de l'aide pour sa mère malade. Mais ça ne va pas trop marcher et même une femme va appeler la police car quelqu'un lui aurait volé ses vêtements. Schmidt va alors avoir une deuxième idée et il va frapper Neraid pour demander à être passé car il a une envie de vomir. L'idée a marché et ils vont alors se retrouver dans le train avec Neraid qui va dire qu'il n'a pas besoin de frapper aussi fort et lui donner vraiment envie de vomir. Mais il faut que ce soit authentique, selon Schmidt. Gio est content car cela ressemble vraiment à un voyage et qu'elle n'imaginait pas les trains à vapeur aller aussi vite. D'ailleurs, Gio a hâte de voir la machine qui pince les tickets, et Schmidt dit que lui aussi, il n'en a jamais vu, car comme il peut changer de forme, il se fait toujours passer pour un enfant ou une vieille personne pour ne rien payer. Et Neraid d'ailleurs lui demande où est passée sa queue. Il explique qu'il utilise son pouvoir pour faire en sorte que les gens ne puissent pas l'apercevoir. Tu peux cacher ta queue comme Neraid, dit Gio. Mais non. Schmidt répond que lui il utilise son pouvoir de façon pratique. Mais Neraid c'est autre chose, c'est quelque chose de spécial. C'est un dragon mais il peut devenir humain. Donc c'est clairement le début d'un mini-arc avant les problèmes. Très court chapitre qui nous apporte pas grand chose dans l'histoire mais qui est quand même assez sympa à lire avec des bonnes petites blagues. J'ai surtout hâte d'en savoir plus sur qui est Neraid, mais c'est tout le mystère du manga donc on va sûrement devoir attendre encore un peu. Devenir humain. Schmidt le pense, Neraid en supprimant ses pouvoirs de dragon peut se transformer dans un état proche de celui d'un humain. C'est la première fois que Gio entend ça, mais c'est pourtant assez simple, cependant le niveau de maîtrise pour faire ça est tellement haut que peu de gens peuvent le faire. Ce serait un peu comme demander à quelqu'un d'arrêter son propre cœur. Mais Gio dit que c'est incroyable et qu'elle savait que sa force était spéciale. Cependant, Neraid ne comprend pas pourquoi il peut faire ça. Schmidt ne le sait pas non plus, mais s'il y a bien une chose à dire, c'est que pouvoir supprimer son pouvoir comme ça veut également dire qu'il est capable de l'étendre à un degré bien plus grand. C'est le principe même de la technique. Ce qui veut dire qu'il cache encore son vrai pouvoir, et Schmidt ça le fascine. C'est alors que le contrôleur va arriver pour vérifier les tickets. Gio va alors regarder dans le sac dans lequel elle les a mis, et il se trouve qu'elle a sûrement perdu les tickets. Elle a dû les faire tomber dans la foule. La panique arrive, surtout s'ils apprennent le nom de Gio. C'est alors qu'il se tourne vers Schmidt qui n'a pas attendu pour les lâcher et se transformer en personnes âgées. Cependant, un homme va commencer à se débattre car il se fait tenir par l'agent de contrôle. Quelqu'un va dire qu'il est connu car c'est le chef d'un groupe de bandits et qu'il est recherché. Mais il va réussir à s'échapper de l'emprise du contrôleur et va alors prendre en otage Gio. Et que s'il n'arrête pas le train, il va la tuer. Neraid ne va pas laisser passer ça et lui dire de la laisser partir. Mais il va lui répondre que s'il approche d'un pas, elle est morte. Dans ce cas, il n'a juste à ne pas s'approcher, n'est-ce pas? Et c'est alors qu'il va envoyer sa queue à travers le sol du train et se propulser pour envoyer un coup de pied à l'homme. Il a en fait utilisé sa queue pour se fixer sur le sol et utiliser le momentum du train pour se propulser. Gio va être abasourdi car c'était vraiment trop. Neraid va alors lui dire qu'ils ont perdu les tickets et est-ce qu'il pourrait au moins faire le trajet gratuitement après ça? Le contrôleur, choqué, dit qu'il va surtout devoir payer pour les dégâts en montrant le trou énorme dans le sol. Comme celui d'avant, c'est un chapitre de transition, mais on a quand même le droit à une très belle double page. Le groupe va alors se retrouver à marcher sur les rails suite à Neraid qui a explosé le sol du train et qui ne pouvait pas payer les dégâts. Schmidt dit qu'il aurait pu facilement payer, mais Gio répond qu'il aurait sûrement juste montré de l'argent imaginaire. Gio va avoir une drôle de sensation, mais c'est en fait le dragon de la canne qui vole au-dessus du royaume.
Mais cette fois, il n'est pas visible car normalement il est à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus d'eux, mais parfois il descend pour surveiller la surface. Avec son passage dans l'atmosphère, la chaleur qu'il génère fait qu'il devient visible. Avant, il ne descendait que tous les quelques jours, mais récemment c'est de plus en plus fréquent, comme si quelque chose se passait et qu'il ne pouvait pas l'ignorer. C'est alors que le ciel devient plus sombre, comme dit Néraïd, et quelqu'un va lui répondre que c'est juste ce qu'on appelle la nuit. Dio va alors apercevoir une lumière au loin, c'est une étoile. Le groupe va alors préparer leur camp pour la nuit. Néraïd va alors voir Gio qui regarde ces étoiles, car sur son île c'était toujours nuageux, et elle n'a jamais pu les voir aussi brillantes. Elle explique que les étoiles sont très loin et que la lumière qu'elles envoient vient d'il y a très longtemps. Ce qu'on voit c'est une forme passée de ces étoiles. Ce sont presque des capsules temporelles. Néraïd va la complimenter en lui disant qu'elle, contrairement à lui, elle connaît plein de choses. Mais Gio, elle trouve que c'est pas grand chose. C'est juste des connaissances de base et qu'il suffit juste de lire un livre pour savoir ça. Elle a eu le temps et l'environnement pour faire ça. Ce n'est pas un pouvoir, car récemment elle se demande si elle ne ralentit pas Néraïd. Depuis qu'ils sont partis, elle n'a servi à rien mis à part devoir être secourue. Ça faisait longtemps, mais Néraïd va encore la traiter d'idiote. Il a entendu de Reno qu'il était si effrayé qu'elle l'a porté jusqu'à la ville. C'est vrai qu'elle est faible, surtout comparée à lui, mais c'est pour ça qu'elle écoute les gens. Sans elle, il n'aurait jamais pu les aider. Et grâce à elle, il peut tellement apprendre sur ce monde, il n'a jamais pensé qu'elle le ralentissait. Et c'est ainsi que nos deux protagonistes vont finir la nuit en regardant les étoiles avec une Gio souriante. Le lendemain arrive, ils vont trouver une autre gare. Mais ils ne vont pas avoir le train car ils vont voir une affiche disant que des gens sont recherchés pour vandalisme. Mais après de nombreuses péripéties, les voilà arrivés dans la ville de Grib, aussi appelée le royaume des champignons. Pendant ce temps, plus loin dans le nord, dans un village au centre de la région du Scorpion, un groupe parle fort et un homme se manque de quelqu'un qui lui a dit qu'un chevalier dragon allait venir la sauver. Mais c'est lui le chevalier dragon ici et il l'a battu pour avoir diffamé le roi. Le gérant va venir pour leur demander de parler moins fort car c'est un lieu de regroupement pour les adorateurs de livres et qu'ils puissent en discuter. Mais il va dire qu'il neige dehors et qu'il s'ennuie. Ce sont les chevaliers dragons, c'est eux qui protègent cet endroit. Il va même se lever et commencer à pousser le vieil homme en lui disant qu'il devrait avoir un peu de gratitude, surtout parler comme ça alors qu'ils sont en service. C'est alors qu'une personne masquée va leur dire que c'est assez, qu'il la dérange. Un autre membre du groupe va dire que c'est une femme et vont lui proposer qu'elle vienne boire avec eux, qu'elle devra arrêter de lire son bouquin. Elle va ignorer et demander si ce sont vraiment des chevaliers dragons. Et dans ce cas, ça va être plus simple. Et c'est alors qu'elle va dire qu'elle n'a pas besoin de se retenir dans ce cas, et elle va s'occuper d'eux à une vitesse et d'une puissance impressionnante. Elle va également couper l'homme qui se prétendait être le plus fort, d'une aisance. Elle va même conclure que c'est le maximum qu'elle peut faire avec un petit bout de papier, que même ici elle doit travailler et qu'elle a sali son marque-page avec du vulgaire sang. Car cette femme n'est autre que Antares, un des zodiaques royales. Et c'est alors que Yerkes va arriver en l'appelant grande sœur et qu'il la cherchait depuis quelques semaines. Car il y a quelques heures, elle a senti une grande puissance et qu'il a enfin fait surface, lui, Néraïd, Keeper. On voit enfin le visage d'Antares et on sait maintenant qui a fait ces énormes trous dans la ville. Et quelle puissance! On comprend pourquoi elle est parmi les zodiaques royales. C'est du coup la fin de ce mini-arc de transition et maintenant on peut passer aux vraies choses avec le début de l'arc de Grib, qui va nous permettre d'en apprendre sûrement bien plus sur Yuri Holst. Dans la ville de Grib, le groupe est surpris de ces champignons géants. C'est bizarre, ils sont compacts mais en même temps doux. Apparemment, plus ils vieillissent, plus ils sont fermes. Gio est surprise que de si grands champignons existent. Mais Schmidt explique que ce n'est pas naturel tout ça. Il y a une centaine d'années, tout cela a été produit par un seul dragon, l'ancien chevalier dragon de Grib. Il était même le zodiaque royal en charge de cette région. Néraïd va leur demander ce que sont véritablement ces zodiaques royales. C'est le titre qu'on donne aux plus forts. 12 chevaliers dragons sont sélectionnés parmi les dragons les plus forts de leur région. Ce sont des forces qui surpassent l'entendement et en termes de force militaire, ils peuvent rivaliser avec des bombes atomiques ou même avec des flottes de porte-avions. Ces champignons ne sont qu'une cicatrice d'un combat du chevalier dragon. Et même après des centaines d'années après sa mort, ils sont encore en train de grandir et de proliférer. Le groupe va alors commencer à se renseigner sur Yuri Halls car ils ont entendu qu'il vivait ici, mais personne n'a l'air de le connaître. Schmidt va leur proposer d'aller dans des régions plus reculées pour peut-être trouver des maisons plus âgées. Ils auront peut-être plus de chance. Mais c'est alors qu'un homme va entendre leur discussion et leur demander s'ils ont bien parlé de Yuri Holst. Et bien sûr qu'il le connaît, il est le déchet qui a tué le roi dragon. La réputation de la ville a chuté à cause de lui. Ça fait 6 ans et les choses commencent enfin à aller mieux. Il va leur dire qu'il veut juste oublier tout ça et qu'ils ne doivent pas faire remonter ce truc. C'est alors qu'un bruit bizarre arrive. Mais c'est juste le ventre de Néraïd qui veut aller aux toilettes. Ils vont alors en trouver et Dio va lui demander s'il a mangé quelque chose de bizarre. Effectivement, il a goûté un de ces champignons de la ville. Mais c'est alors que Gio et Schmidt vont discuter, même si elle ne lui fait toujours pas confiance, car elle veut savoir ce qu'il y cherche. Il n'a rien à cacher, et c'est en fait qu'il est comme le père de Gio. Son but est de résoudre le mystère derrière les dragons, que personne n'a réussi à découvrir depuis des centaines d'années. Il veut comprendre la source des dragons.
Encore de la mise en place, on commence à avoir l'habitude avec des débuts d'arc. Les chapitres sont toujours un peu comblés avec de l'humour, j'essaye de résumer globalement les chapitres donc je passe certaines blagues qu'il y a. Et bien sûr, on reste encore sur ce mystère qui est sûrement quelque chose dont on va devoir en attendre longtemps avant d'en avoir la finalité, la source des dragons. Personnellement, pour l'instant, je me laisse porter, mais j'imagine bien que Néraïd va avoir un lien très étroit avec ça. Quand et pourquoi sont apparus les dragons? Que sont les pouvoirs des dragons? Ils disent qu'il n'y a plus aucune trace des écrits restant dans ce royaume. Yuri Holst, le père de Geo, s'est essayé de résoudre ces mystères il y a des dizaines d'années. Mais il y a 6 ans, il est devenu fou et a détruit toutes ses recherches qu'il avait accumulées, et s'est dirigé vers le palais du roi où il a tué des centaines de chevaliers dragons et également tué le roi. C'est pourquoi il est connu comme le régicide. Mais Geo comprend ce qu'il cherche, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Néraïd? Eh bien, le sujet le plus crucial dans ses recherches était justement Néraïd. Il a appris cela il y a 4 ans, et il le recherche depuis. Quand Yuri et ses recherches ont disparu, Néraïd est devenu ce qu'il pourrait le rapprocher le plus de son objectif. Même s'il n'imaginait pas qu'il aurait perdu toute sa mémoire, mais il n'a rien expliqué et elle a encore tellement de questions. Elle en demande beaucoup à quelqu'un dont elle ne fait pas confiance. Et c'est le bon moment pour le dire, car son objectif c'est Néraïd, pas elle. Il n'a jamais eu un seul intérêt pour elle. Il s'en fout si elle lui donne sa confiance ou pas. L'amitié est appréciée, n'est rien d'autre qu'une inconvénience pour lui. Si par chance il trouve qu'elle est un obstacle dans son chemin, il rectifiera ça en utilisant le moyen qu'il faut. Dio va s'excuser. Elle était hypocrite et n'a pas pensé aux sentiments qu'il pouvait éprouver. Mais c'est son aventure et elle ne laissera pas s'y mettre en travers non plus. Néraïd va alors revenir avec une nouvelle découverte. Il peut pas manger tout ce qu'il trouve. Mais ça va vite passer car il a encore faim. C'est alors qu'ils vont découvrir que la ville est connue pour faire des super boulettes de pieuvre et que les gens font la queue pendant des heures pour en avoir. Ils trouvent un restaurant et vont donc commencer à faire cette queue. Néraïd va dire à Schmidt qu'il les a vus parler et que Gio est quelqu'un d'intéressante. Mais lui, il ne comprend pas pourquoi il l'a sorti de son île. Son but, c'est de trouver Yuri et découvrir qui il est. Il n'a besoin de personne pour ça. Néraïd va demander s'il essaie de dire qu'elle est un poids pour lui et qu'il devrait pas s'inquiéter car il prouvera qu'elle ne l'est pas. Dio va s'énerver dans la file car les deux ont pris du retard et dit à personne de bouger. Cependant, une vieille femme va tomber, mais personne ne va aller l'aider car ils font tous la queue et personne ne veut perdre sa place. Sauf Gio qui ne va pas hésiter et foncer l'aider. Ils vont alors l'emmener à sa maison. Néraïd va lui demander si ça la dérange pas d'avoir perdu leur place. Ah non, c'est pas grave, c'est bien mieux d'aider les gens. Mais elle a senti que c'était la chose à faire et qu'elle peut faire confiance en son intuition. C'est alors que la femme va les inviter à venir manger. Et il s'avère qu'elle leur a fait des boulettes de pieuvre, qu'elle en fait depuis 50 ans et qui sont bien meilleurs que ceux de la boutique. Néraïd va alors regarder Schmidt en lui disant que c'est un endroit qu'ils n'auraient pas pu trouver eux-mêmes. Et il va alors comprendre pourquoi Néraïd disait qu'elle était intéressante. Mais bon, ils ont trouvé des boulettes mais toujours aucune info sur Yuri. C'est alors qu'on va voir que le fils de la dame va entrer et il s'agit de l'homme qui les avait dissuadés de parler de Yuri Holst en ville. Il va s'excuser et ne s'attendait pas à ce que les touristes qui a aidé sa mère soient ceux à qui il a été désagréable quelque temps auparavant. Et c'est alors que sa mère va lui dire qu'il n'a qu'à les amener, là-bas. Il a vécu dans cette ville, ce serait étonnant qu'il n'en ait pas une. Il va les amener à la maison de Yuri Holst. Je trouve qu'une bonne partie du chapitre ne fait pas trop avancer l'histoire, mais ça rajoute un peu de vie dans cet univers. Et ça permet à Schmidt de mieux comprendre Gio. Mais si le début du chapitre était tranquille, cette dernière page donne vraiment envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on va alors trouver dans cette maison? C'est la maison de Yuri Holst, mais elle ressemble plus à une forêt qu'à une maison. C'est si calme. L'homme explique que c'est normal car plus personne ne vit ici, comme les champignons grandissent sans limite, que même la dynamite ne peut pas les détruire, donc certaines parties de la ville ont été englouties. C'est le pouvoir du dragon de Krib. Même des centaines d'années après, il n'y a rien d'autre à faire que vivre avec. C'est alors qu'ils vont rentrer dans la maison. Gio s'est toujours demandé si c'était vrai ce qu'il avait dit, qu'ils ne devaient rien faire et que c'était le rôle qu'il leur donnait. Car il aurait pu les laisser seuls dans l'ignorance, pourquoi il a pris la peine de les réunir tous les deux? Et comme il connaît Néraïd, alors il devrait savoir qu'il n'allait pas rester à rien faire. On aurait presque dit qu'il leur disait de le trouver, s'ils y arrivent. Elle veut savoir ce qu'il pensait et ce sentiment. Mais rien. La maison est vide. L'homme dit que c'est normal car le gouvernement a déjà fouillé la maison et a confisqué tout ce qu'il y avait. Gio semble découragé, mais Schmidt lui dit de ne pas faire de conclusion hâtive, car Yuri a sûrement anticipé cette situation et il y a de grandes chances qu'il ait laissé des infos. Gio va alors se demander s'il n'y aurait pas une salle secrète quelque part, et c'est alors qu'elle va commencer à chercher partout. Schmidt lui va tenter de voir s'il n'y a rien dehors. Gio ne trouve rien au rez-de-chaussée et va monter où elle va trouver Néraïd qui regarde des fourmis chasser une sauterelle. Gio commence à être moins confiante pour réussir à trouver un homme qui arrive à être introuvable même pour le gouvernement. Mais Néraïd va lui dire qu'on utilise le mot aventure car c'est fait pour être compliqué. Et en déplaçant un meuble, il va trouver une porte secrète, qui arbore un signe ressemblant celui à une queue de dragon. Peut-être qu'il y a des documents top secrets qui renferment le secret des dragons derrière. Mais Gio va ouvrir la porte et la porte ne mène à rien mis à part l'extérieur.
Cependant, Schmidt lui a remarqué qu'une ombre était présente et que ce n'était pas un animal. Ils devraient pourtant être les seuls ici. Et d'un coup, il va plaquer au sol quelqu'un utilisant un clone de lui-même pour tromper la personne. Il va alors penser qu'il a réussi à capturer cette personne et va essayer de lui enlever sa capuche. Et une mystérieuse brume va sortir de l'homme et sa main va passer à travers sa capuche. L'homme va dire qu'il est temps, qu'il devrait repartir rapidement car ça va commencer et c'est ainsi qu'il va disparaître dans une brume. De retour dans la maison de Yuri, un mystérieux livre va tomber sur le sol. Galaxias. Et c'est alors que quelque chose va arriver. Une grande partie de la ville va se faire trancher en deux. Et quelqu'un va annoncer qu'elle avait toujours eu envie de la rencontrer. Gio Holst. Mon nom est Antares et je vais devoir prendre ta vie au nom du gouvernement des dragons. Schmidt retombe du choc et veut partir à la recherche de Gio et Neraid, mais c'est alors que Kerner va l'empêcher en lui disant de ne plus bouger. Et c'est aussi le retour de Yerkes qui va dire à Gio que ça faisait longtemps et que elle et son petit copain se sont enfuis de l'île. Est-ce qu'elle a au moins l'autorisation de son père? Mais une autre explosion va arriver. Neraid va se plaindre qu'ils commençaient tout juste leur chasse au trésor. Il devra apprendre à prendre la température. Mais Antares dit qu'ils ne doivent pas s'inquiéter car elle va leur fournir des cordes pour se mettre au cou. Le combat que j'attendais depuis qu'on l'a vu. Neraid contre un Zodiac royal. J'ai si hâte de voir ça et bon sang, qu'est-ce que c'est beau. L'idée d'avoir la page qui se coupe en deux avec l'apparition d'Antares, c'était époustouflant. Très hâte de voir aussi ce que Yuri nous cache comme secret et surtout quel pourrait être le lien avec ce livre. Les villageois se demandent d'où viennent l'explosion et si les enfants vont bien. C'est ainsi que commence le combat entre Neraid et Antares. Gio sait que les Zodiac Royales sont les personnes les plus puissantes et elle n'a pas besoin de le savoir car elle le sent que cette femme en est une. Mais pourquoi elle rengaine déjà son épée? Mais elle n'a même pas eu le temps de finir de réfléchir à ça qu'elle est déjà derrière elle. Neraid va réussir à envoyer un caillou et stopper l'épée. Il va alors sauver Gio. Yerkes est stupéfait car Neraid arrive à voir les attaques d'Antares. Gio remarque qu'elle aurait pu mourir. Elle s'est déplacée derrière elle en un instant. Elle n'a même pas eu le temps d'entendre son fourreau. Neraid lui demande si elle est venue pour tuer Gio. Mais non, elle veut la voir vivante, pour que le gouvernement décide de son destin. Elle pensait d'abord lui couper les jambes. Il demande également comment il savait qu'elle était là. Mais elle n'a aucune raison de le dire. C'est vrai, ils sont ennemis après tout. Et c'est alors qu'elle va essayer de l'attaquer. Mais Neraid va se protéger avec un rocher et dire à Gio d'aller se cacher quelque part, qu'elle doit partir vite. On voit également qu'il est blessé à une épaule. Ça ne va pas l'empêcher d'attraper Antares et de l'envoyer valser. Gio, toujours là, s'inquiète pour Neraid, mais il lui dit que c'est pas comme les autres personnes qu'ils ont combattues. Il doit s'occuper d'elle ici et maintenant, qu'elle doit vraiment partir se cacher et qu'ils se verront après. Yerkes va alors voir Gio partir et va vouloir la poursuivre. Mais Neraid va clairement le prévenir et lui dire de s'arrêter, car s'il bouge d'un centimètre, il va l'oblitérer. Et dira à Antares de sortir. Mais c'est alors que le sol va être coupé sous Neraid, car elle a réussi à se retrouver sous lui pour le surprendre. Ça faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas réussi à la faire saigner. Le retour des combats. Et quelle classe Antares. Le détail dans les cases est impressionnant. Entre la page coupée du chapitre précédent et la bulle pour le bruit du sabre qui vient du côté pour montrer la vitesse d'Antares, ça montre clairement une maîtrise de la part de l'auteur. Neraid qui montre encore une fois qu'il est plein de classe. La peur qu'il instaure à Yerkes, j'adore. Ce combat ne peut être qu'incroyable. Trop hâte de la suite. C'est sûr, comme Schmidt l'a mentionné, c'est sûrement une des personnes les plus fortes du royaume. Elle est stupidement forte et rapide au point de couper les montagnes en deux. Mais il peut l'éviter. S'il arrive à éviter son premier coup, elle est totalement vulnérable et il pourra alors la frapper. Mais c'est sans compter qu'elle a l'habitude des combats et elle utilise sa queue pour continuer à attaquer après son coup d'épée, ce qui va surprendre Neraid qui va se retrouver au sol. Et Antares va réussir à prendre l'avantage en lui portant un coup d'épée. Neraid va réussir à stopper la lame, il va même recevoir un compliment car une personne normale aurait déjà perdu ses doigts. Ça ne fait pas de doute pourquoi Yerkes a perdu contre lui. Neraid lui pose la question alors pourquoi elle veut tant Gio. Il sait pas grand chose sur ce régicide, mais en tout cas, il sait qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Mais le roi dragon, c'est le symbole du royaume. L'État, c'est lui. La tête d'un aventurier n'est qu'une maigre compensation pour cette perte. Depuis la perte de ce pilier, l'état du royaume n'a fait qu'empirer. Pour regagner ça, ils doivent éradiquer le sang de ce traître de la face de la terre. C'est vital, qu'il montre la volonté et la puissance du royaume au monde. Elle va également donner le droit à Yerkes de capturer Gio. Neraid veut lui dire qu'il lui a dit de ne pas bouger, mais Antares lui rappelle que dans cette situation, ses mots vont manquer d'efficacité. Yerkes va faire le fier, car il a peut-être réussi à le vaincre, mais peu importe à quel point il est fort, il n'arrivera jamais à la fille de sa sœur. En parlant de bonnes choses, il va même mourir en ne sachant rien des crimes qu'il a commis. Mes crimes, réagit Neraid, mais Antares lui dit de faire attention à ce qu'il dit. Je ne vais pas encore parler à quel point c'est beau, mais à un moment, c'est compliqué de ne pas être choqué des dessins. Le chapitre est assez court et rempli de combats, donc il n'y a pas beaucoup à débrief, mais cette dernière page est assez intrigante. La perte de mémoire de Neraid cache donc bien des secrets. Est-ce qu'il ne serait pas la cause de la mort du roi dragon?
Mais crime, Antares semble savoir des choses car elle va dire qu'elle avait sûrement raison, que le régicide a pris une décision audacieuse. Mais ça l'arrange car elle venait pour ça à la base, que les souvenirs de Néraïd feraient de ce royaume des ruines. Elle doit s'assurer qu'il ne les retrouve pas, qu'il doit périr dans son ignorance. Il arrive alors à dévier son attaque et lui arracher son sabre avec un coup de pied. Il s'avère qu'elle est une vraie Madame Je sais tout. Elle aurait dû dire ça en premier, les choses deviennent enfin intéressantes. Il est comme sur l'île contre Yerkes. Son comportement a changé. Dio pendant ce temps a réussi à s'échapper et continue de courir. Mais plein de choses se passent dans sa tête, elle est totalement confuse et elle doit se calmer, et ne pas penser à des choses futiles. Cependant, le chemin vers les autres champignons semble bloqué, mais ce n'est rien. Elle ne l'avait jamais vu comme ça. Si Néraïd n'avait pas encore été là, ça aurait été la fin. Encore une fois, c'est elle qu'on doit sauver. Elle va chuter des débris, le moral et sa confiance en miettes, même grimper elle n'y arrive pas. Mais ce n'est pas le temps pour pleurer, elle doit trouver un autre chemin. Mais Néraïd est juste en bas à se battre pour elle, et il est en train de perdre. Il doit y avoir quelque chose à faire. Mais elle les a vus combattre, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? C'est comme il a dit, elle doit lui laisser prendre les choses en main et partir se cacher. C'est le choix à prendre, c'est la meilleure chose. Mais non, elle va courir. Elle a décidé que quand elle a quitté son île, qu'elle ferait de ce voyage quelque chose dont elle sera fière. Elle ne veut pas être cet enfant qui dépend de Néraïd. Elle veut qu'ils soient égaux. Comment elle peut être juste là, à rester à rien faire? Cette fois, elle va sauver Néraïd en sautant vers le combat. Néraïd, lui, se retrouve coincé par Antares car il l'a sous-estimé. Il n'utilise même pas toute sa force. Peut-être est-il inquiet que cela puisse affecter Gio. Elle ne comprend pas pourquoi il tient tant à elle. Mais c'est juste qu'elle compte faire son aventure autour du monde, elle ne peut pas mourir ici, qu'elle ne peut pas bouger sans l'avoir tué, alors qu'elle commence à le couper autant qu'elle le veut, car il ne compte pas mourir. Mais elle va recevoir un caillou dans la tête, et Dio va lui dire de regarder ici, c'est elle qu'elle doit combattre. Néraïd est surpris, mais arrive alors à se sauver de l'emprise d'Antares, elle est venue pour le sauver. Mais Néraïd, le regard inquiet, se demande pourquoi elle n'a pas couru. Et Antares ne va pas hésiter, et foncer droit sur Gio et dégainer. Mais Néraïd va réussir à intercepter le coup. Je pense que c'est un de mes chapitres préférés du manga pour l'instant. Tout est parfait. Une bonne dose d'action couplée à la volonté de Gio de vouloir aider et de ne plus être un poids. Je trouve que cette case où on comprend clairement ce que pense Gio est très belle et une très bonne idée de mise en page. J'ai très hâte de voir la suite du combat et je pense que Néraïd va nous montrer un peu plus de son pouvoir et peut-être qu'il va repartir avec une blessure au vu de la puissance d'Antares. Et voilà, si tu regardes cette vidéo lors de sa sortie, j'ai rattrapé les chapitres sortis de Galaxias. J'aime énormément le manga mais j'espère quand même que le rythme va ralentir un peu. Car ça va quand même très très vite. En environ 20 chapitres, on a déjà vu énormément de choses. Et le combat contre Antares me semble un peu précipité. C'est normalement une des 12 personnes les plus fortes du royaume, et Néraïd la combat déjà et semble à armes égales, car il cache son pouvoir par peur de blesser Gio. J'espère également qu'on aura le droit à des arcs un peu plus longs, car même si celui-là est pas fini, je pense qu'après le combat, on sera déjà vers la fin. Dans la globalité, je trouve que le manga est bon et agréable à lire, mais il manque quelque chose. À partir de maintenant, pour Galaxia, je ferai soit une vidéo à chaque chapitre qui sort, le rythme de parution étant une fois toutes les 2 semaines, ou alors j'attendrai plusieurs chapitres et on ferai qu'une vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu préfères, que ce soit chapitre par chapitre ou des condensés de plusieurs chapitres, quitte à devoir attendre plus longtemps. En tout cas, j'espère que le manga va être publié en France car il mérite clairement d'avoir un public plus large. Moi je te dis peut-être à une prochaine fois, salut!